Merci de suivre les programmes de Walfadjri. Bienvenue à Actu en 7 en ce samedi 30 novembre 2013. Nous recevons deux invités, évidemment deux journalistes. À notre gauche se trouve Abdou Ning, ancien directeur de l'agence de presse sénégalaise, journaliste bien sûr. Et à notre droite, Momar Seyni Ndiaye, journaliste également et directeur du cabinet de communication Reliance. Bonjour à vous, monsieur Ning. Bonjour. Bonjour à vous également, monsieur Ndiaye. Bonjour Thomas. Alors, nous allons rentrer dans cette émission Actu en 7 en parlant justement de politique avec la recomposition annoncée de, disons, la majorité présidentielle. On a appris durant la journée de vendredi justement le lancement d'un nouveau regroupement qui est censé accompagner le 4e président de la République dans la gouvernance du pays et dans les actions globale, politique, et économique et sociale et tout le reste. Alors, nous suivons ce reportage de Fatou Kiné Diouf qui a assisté justement au lancement de ce mouvement de jeunes. Regrouper l'ensemble des jeunesses des organisations de la majorité présidentielle et développer une dynamique de soutien, de contribution et de critique, c'est l'objectif visé par le mouvement des jeunesses de la mouvance présidentielle. La jeunesse constitue la couche démographique la plus importante de la société sénégalaise, en tout cas de tous les pays africains, dont le peuple sénégalais. Au-delà de ça aussi, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, un président qui est jeune, si on le compare au candidat sérieux qui était en liste en compétition. C'est la base d'une démarche inclusive et participative, informée, impliquée en tout cas, toutes les formations politiques qui sont dans Benno Bokk Yakaar et toutes les forces vives qui soutiennent le président et qui ne sont pas forcément dans Benno Bokk Yakaar, pour mettre en place un cadre qui ratisserait plus large, pour regrouper le maximum de Sénégalaises et de Sénégalais autour de l'action du président et de son gouvernement. L'absence remarquée et remarquable des jeunesses socialistes a été constatée. Biram Faye de l'APR s'en explique. Notre démarche, c'est une démarche qui implique tout le monde. C'est une démarche vraiment participative et inclusive. Donc le PS a été saisi, le PS a été informé, le PS a été impliqué. Et nous prévoyons même une rencontre avec notre camarade Barthélémy Diaz. Par ailleurs, Biram Faye se prononce sur la crise qui sévit dans Benno Bokk Yakaar et préconise de laver le linge sale en famille. Des gens qui sont ensemble ne peuvent pas être d'accord, surtout, toujours, de façon permanente. Quel que soit le cadre, le ménage, la profession, la politique. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Pour régler les problèmes, il faut le faire dans les frontières de l'organisation, à laquelle nous appartenons librement. Donc, il peut y arriver des problèmes, mais bon, le lait, ça doit être lavé en famille. Ainsi, ces jeunes de la mouvance présidentielle et membres des organisations politiques telles que l'AFP, l'APR, Bës du Ñakk et Ñakk Jariñu, entre autres, se disent prêts à engager le combat aux côtés du président Macky Sall pour un Sénégal émergent. Merci à vous Fatou Kiné Diop et Momar Gueye qui ont réalisé ce reportage. Justement sur cette question, Abdou Ning, Momar Seyni Ndiaye. Abdou Ning, est-ce que pour vous, effectivement, comme le titre si bien Walfadjri quotidien de ce week-end, est-ce que là c'est le premier acte de l'enterrement de la coalition Benno Bokk Yakaar? Je te remercie Thomas. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs et saluer mon confrère Momar Seyni qui est là avec moi. Pour dire que vous savez, moi j'aurais aimé poser cette question si j'étais en reportage à ce jeune-là. D'où viendraient ces jeunes? D'où viendraient ces jeunes qui viendront donc grossir le rang des jeunes de Benno Bokk Yakaar? Ces jeunes viendraient peut-être de mouvements de soutien, parce que il y a une chose que j'ai remarqué dans ce pays-là, surtout ces dernières années. Quand le PDS a perdu le pouvoir, on a remarqué une chose: certains parmi les membres du PDS qui ont occupé de hautes fonctions ont soit gelé leur participation, ils n'ont pas dit qu'ils ont quitté le parti, ils ont gelé leur parti pour créer un mouvement. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons des gens qui ont un pied dans un parti et un pied dans la société civile. C'est quoi? Mais c'est ne pas respecter les militants. C'est ne pas respecter son parti. Parce que quand un parti perd un pouvoir, il va à l'opposition.
Maintenant, ces jeunes-là qui veulent créer un rassemblement, mais il y a tous les jeunes qui sont dans les partis, qui sont dans Benno Bokk Yakaar. La question que je me pose, c'est d'où viennent ces jeunes qui viennent grossir leur rang? Ils viennent entre autres de l'Alliance pour la République, de l'AFP, bon, hormis justement ceux du PS que l'on n'a pas vu. Outre les jeunes du PS qui n'ont pas participé à cette première réunion, parce que je dis qu'ils n'ont pas participé, peut-être le Parti socialiste est un parti peut-être mieux organisé, ou je ne sais pas. Mais peut-être ces jeunes pourraient parler à leurs adultes pour voir s'ils peuvent intégrer cette... Mais moi, la question que je me pose, d'où viennent ces jeunes qui viendraient grossir? Ils viendront peut-être des mouvements de soutien, qui sont créés par des gens peut-être qui ont quitté, qui ont un pied dans l'opposition et un pied dans leur mouvement, parce que la plupart des gens ont créé des sortes de centres de réflexion, des centres de recherche. Et je sais que le président du parti a reçu quelques-uns parmi ces gens-là, qui ont gelé leur participation au PDS, qui n'ont jamais dit qu'ils ont quitté le PDS, mais qu'ils ont gelé leur participation au PDS. Donc, alors, la question ici, c'est d'où viennent ces jeunes? D'où viennent ces jeunes? Nous la posons justement à vous, Mouma Seyni Ndiaye. D'où viendraient justement ces jeunes? Quand on regarde un tout petit peu ce reportage qui annonce la création d'un vaste mouvement, en tout cas au niveau jeune, autour du 4e président de la République, une fois de plus, pratiquement la même question d'une part. Est-ce que c'est là le premier acte de l'inhumation de Benno Bokk Yakaar? Et puis, comme le disait un instant Abdou Gning, d'où viendront les jeunes qui animeront cette nouvelle structure? Bon, mais écoute, je partage la même interrogation à tout avoir salué, ainsi que les téléspectateurs et bien sûr mon ami Gning. Je partage son même étonnement. Ces jeunes probablement viennent des réservoirs des partis et de ce qu'on appelle abusivement d'ailleurs la société civile, Gning l'a dit tout à l'heure. Non, je pense qu'il faut poser le problème exactement comme l'a dit tout à l'heure Gning. Moi, ce qui m'étonne un peu dans l'attitude de ces jeunes, c'est quand ça les arrange, ils appellent à l'unité, et quand ça ne les arrange pas, comme des snipers, ils tirent sur les autres partis. J'ai entendu très souvent les jeunes de la paire, de Macky 2012 d'une manière générale, tirer sur les autres partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais avec une indécence remarquable. Et je ne comprends pas qu'on puisse un moment tirer sur des gens et après les appeler à l'unité. Quelle unité? Ça, c'est la première question que je pose. Il y a un problème de loyauté dans l'Union qui me paraît important à respecter, parce qu'on ne peut pas être en coalition et se crêper les chignons comme des chiffonniers tout le temps. Ce n'est pas possible. Oui, mais Biram Faye le disait à l'instant, ce n'est pas parce que l'on est en coalition que l'on est obligé d'être d'accord sur tout. Vous ne le pensez pas, M. Ndiaye? On peut être en coalition, avoir des contradictions et se respecter. Se respecter, c'est se traiter de manière décente. Ne pas s'accuser de tous les péchés d'Israël et après faire des appels à l'unité. Ce n'est pas possible. La deuxième question qui est plus fondamentale que je pose et qui va au-delà de ces jeunes, mais c'est de quelle majorité Macky Sall a besoin? Il a Benno, il a Macky 2012 avec une quarantaine, ou je ne sais pas, une cinquantaine de formations. Il a Benno Bokk Yakaar élargi aux plus grandes formations politiques dans ce pays. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Il a la majorité avec Benno Bokk Yakaar dans les municipalités. Mais de quelle majorité il a besoin? Au fond, jusqu'où s'arrête sa majorité? Si on veut nous plonger dans une sorte d'unanimisme de façade, du politiquement correct, où tous les partis sont là, personne ne dit rien, personne ne parle, tout le monde derrière le président, je sais que, en tout cas je suis convaincu que ce n'est pas de cette démocratie dont le Sénégal a besoin. Le Sénégal a besoin, comme l'a dit Gning tout à l'heure, d'une majorité qui est à l'opposition, même s'il s'agit d'une coalition, et d'une opposition forte qui s'oppose. C'est clair. Sinon, nous n'avons pas les bases même nécessaires pour qu'une démocratie fonctionne normalement. Donc, au-delà de ces jeunes, la question se pose au niveau du président. Mais de quelle majorité a-t-il besoin pour diriger ce pays? De quelle majorité? Maintenant, est-ce que c'est un enterrement de première classe de Benno Bokk Yakaar? Je ne crois pas. Bon, Benno est toujours là. Elle est très en difficulté parce que justement le président est à la recherche permanente de majorité introuvable. Où est-ce qu'il veut? Quelles sont les limites de sa majorité? S'il ne veut pas diriger avec la majorité qu'il a aujourd'hui, mais avec quelle majorité il va diriger? Moi, c'est la question que je me pose. Mais Mouma Seyni Ndiaye, Abdou Gning, est-ce qu'on ne revient pas en fait à un vieux débat souvent dans la classe politique et en dehors d'ailleurs au Sénégal, celui qui explique que les limites entre les idéologies politiques sont plus que jamais floues?
Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis que quand on croit en un parti, quand ce parti perd le pouvoir, mais il faut avoir l'honnêteté et le patriotisme de parti qui fait, mais tu restes dans l'opposition pour préparer à reprendre le pouvoir. Mais ce qui se passe, encore comme je l'ai dit, et certains qui ont été reçus par le président, il y en a qui ont créé leur mouvement. Un pied dehors, un pied dedans. Un pied dehors, un pied dedans. Pour que, et en général, moi, je pense que ces gens ne respectent pas les militants. Parce que si on est dans un parti et qu'on perd le pouvoir, et alors maintenant, on crée un mouvement, mais allez demander aux paysans qui est au village là-bas, vous lui dites que bon, je suis encore dans tel parti, dans le parti, mais j'ai créé ici une structure qui me permet de réfléchir. C'est quoi? Réfléchir, pourquoi faire? Non. Je crois que le président, il a une majorité. Et le Sénégal, mais nous ne sommes pas en crise pour parler d'un gouvernement d'union. Je ne comprends pas. Non, mais je pense que l'idée me paraît tout à fait saugrenue. De quelle majorité le président veut? Oui, mais... Et ensuite, comme il l'a dit, en réalité, le patriotisme des partis, ça devrait quand même être la règle chez nous. Hein. Tout à fait. On ne peut pas être tout le temps au pouvoir. Quand je vois la valse d'anciens militants, certains les appellent des dinosaures de la politique sénégalaise, qui viennent pour élargir je ne sais quelle majorité ou apporter quelle idée. Si ces gens avaient vraiment ces idées géniales dont ils sont crédités, pourquoi ils ne les ont pas appliquées quand ils étaient au pouvoir? Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on arrête le cirque. Il faut quand même que dans ce pays, qu'on puisse travailler dans son parti, avoir une éthique politique, travailler selon ses convictions et accepter, quand c'est l'occasion, de gérer le pouvoir avec tout ce que ça rapporte et de rester dans l'opposition avec, évidemment, avec dignité. Mais on ne peut pas aujourd'hui changer de parti du jour au lendemain et continuer à appeler à une majorité. Aujourd'hui, moi je le dis, je le répète, le président, il a tous les atouts entre ses mains pour diriger le pays, maintenant qu'il dirige. Mais Momar Seni Ndiaye, est-ce qu'au fond, ce n'est pas un problème, si somme toute tout simple, comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Au fond, lorsqu'on est aux plus hautes fonctions, on a accès à un trésor de guerre qui est financier. Est-ce que ce n'est pas au fond là le problème? C'est-à-dire la question également, maintes fois évoquée, du financement des partis. Oui, mais vous avez raison. Le pouvoir, ça donne de la puissance, ça donne du pouvoir, ça donne un pouvoir de décision. C'est la patrimonialisation du pouvoir, si on peut l'appeler comme ça. Et le pouvoir attire forcément des gens qui veulent se servir. Maintenant, est-ce qu'on est dans un pays où on se sert ou on est là pour servir notre pays? Ce n'est pas de l'idéalisme. C'est que, bon, on a l'impression aujourd'hui que le pouvoir utilise un peu les atouts qu'il a entraînés, et ces atouts sont nombreux. Vous savez, un président de la République, il est très puissant. Absolument. Si vous prenez comme un pays comme la France, le président de la République nomme jusqu'à 8000 postes civils et militaires, 8000 postes qui s'occupent, qui sont à des niveaux de responsabilité qui leur permettent d'influer plus ou moins sur le pouvoir. Tout à fait. Donc, ce pouvoir, bon, ramené au Sénégal, c'est peut-être que le chef de l'État a au moins 1 millier de postes auxquels il nomme. C'est très important, ça. C'est très important. Maintenant, si on utilise tout ce pouvoir, toute cette puissance, cette force de frappe pour faire avancer le pays, c'est tant mieux. Mais si c'est des gens qui viennent occuper des postes pour profiter des prébendes que le pouvoir peut offrir, évidemment, tout cela, c'est contre-productif. Et je pense que nous sommes un peu dans cette logique de partage qui n'en finit pas. On a pris le pouvoir, ça fait plus de 18 mois, bientôt 20 mois, mais on ne finit pas de se partager le pouvoir. Et certains qui étaient jusqu'ici à l'ombre, comme l'a dit Ning tout à l'heure, qui aujourd'hui ont mis en veilleuse leur parti, créent des mouvements qui sont sortis des salles d'attente de transit pour aller vers d'autres prairies. Moi, je me dis, en réalité, c'est un peu ça. Il faut qu'on arrête de penser que le pouvoir, c'est le seul moyen d'enrichissement et c'est le seul moyen de pouvoir se refaire une nouvelle vie. Alors, quelle solution, si l'on peut dire, pour revenir à l'orthodoxie en matière politique? Parce qu'on a eu les assises nationales, on a eu de nombreuses réflexions. Quelles seraient les pistes aujourd'hui pour parvenir à assainir la classe politique? Est-ce qu'il faut que tout ce que l'on peut appeler la vieille garde, tous les anciens, certains ont utilisé durant cette semaine le terme de déchets politiques, vous venez de parler, ou Seni Ndiaye, vous venez de parler de dinosaures, est-ce qu'il faut qu'il y ait un renouvellement complet de la classe politique, Abdou Ning? Non, moi je crois que le président a une majorité. C'est déjà fait. Il a une majorité. Maintenant, le problème ici, c'est que
son parti n'est pas structuré. Le parti n'est pas structuré et c'est dans cette brèche-là que ces gens dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont un pied dans l'autre parti et un pied dans la société civile, qui veulent profiter de cette confusion pour essayer de se placer, nous voulons aider le président, nous voulons faire ceci. Le président a une majorité. Et si le parti était structuré, que dans la région de Kaolack, nous savons qu'il y a tel qui est le patron de l'APR. Dans toutes les régions, il y a des patrons de l'APR. Mais ces mouvements rampants ne viendraient... Non, c'est vrai. C'est vrai. Ils veulent profiter de cette brèche-là pour dire non, nous voulons travailler pour le pays. Non, quelqu'un qui veut travailler pour le pays, il est dans un parti politique. Quand ce parti perd les pouvoirs, il n'a qu'à rester digne et attendre. Et travailler pour revenir au pouvoir. Mais tu ne peux pas dire, je reste dans mon parti, mais je crée un mouvement pour aller soutenir le président. Non, je crois que l'APR a assez de militants. Son seul problème, c'est pour le moment, il n'est pas structuré. Et les gens veulent profiter de cette brèche pour venir, bon, monsieur le président, nous voulons vous appuyer, il faut une majorité, machin. Mais dans tous les pays démocratiques, il y a un parti qui gouverne, soit en coalition, et il y a des partis qui sont dans l'opposition. Une opposition qui s'oppose. Mais c'est ça une démocratie. La démocratie sénégalaise est respectée de par le monde. Mais on ne peut pas, après chaque élection, depuis ces 10 dernières années, à chaque fois, les gens créent des mouvements de soutien, ils ont non, je crois que le président, il ne faut pas qu'on distrait le président par ces problèmes de majorité présidentielle, qu'il faut... Non. Oui. Le président a une majorité, à l'Assemblée, il peut... Franchement, vous partagez ce point de vue, je le partage suffisamment, à suffisance. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de malentendu structurel pour ce qui concerne Benno Siggil, Benno Bokk Yakaar. C'est-à-dire Benno Bokk Yakaar est une unité d'action pour faire partie du président Abdoulaye Wade. Ça a été fait le 25 mars 2012. Donc, on ne peut pas confondre ce qu'on appelle une unité d'action et une unité organique. Or, on demande à Benno Bokk Yakaar de fonctionner comme une unité organique, c'est-à-dire un mouvement unifié, dirigé par une personne qui décide de tout et que les autres suivent plus ou moins dans des rapports plus ou moins égalitaires. Donc, je pense qu'il faut que, si les gens veulent vraiment aller de l'avant, il faut qu'ils tranchent la question de Benno de manière définitive. Soit les partis qui composent la majorité présidentielle acceptent de se dissoudre dans un grand parti avec des sensibilités, qui va diriger un peu le Sénégal et une opposition claire. Tout à fait. Ou alors, on estime que Benno Bokk Yakaar est une unité d'action et qu'elle a des limites objectives, c'est-à-dire celle d'une unité de circonstances qui avait un objectif désormais dépassé, Dieu merci, ou à des partis, et qu'aujourd'hui, chacun va se retrouver dans ses pénates et essayer d'appuyer Macky Sall du moins qu'il peut, tout en gardant sa liberté d'action. Mais on est en train de demander à Benno Bokk Yakaar d'avoir une mission qui ne peut de toute façon être pas atlassienne. C'est-à-dire, c'est une unité d'action qui avait pour objectif de faire partie de Wade. Il n'y a jamais eu d'accord sur une plateforme politique, un mode de gouvernement ou des choix stratégiques économiques entre les gens de Benno Siggil Sénégal, Benno Bokk Yakaar. Ils ne sont jamais réunis pour cela. Et depuis lors, contrairement à ce qu'avait annoncé le directeur de cabinet du président, qui dans une émission chez un de vos confrères avait annoncé qu'il y aurait une permanence dédiée, qu'il y aurait une direction du personnel et un local où les différents membres de Benno Bokk Yakaar se retrouveraient pour travailler ensemble dans la logique d'une unité. Mais ce qu'on voit après, c'est tout à fait le contraire. C'est le président qui reçoit des dinosaures, qui reçoit des transhumants de toutes parts, qui est en train justement de reconstituer exactement, ou à peu près, en tout cas sur cet aspect-là, le modèle de Wade. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est difficile. On ne pourra pas aujourd'hui repartir tant que on restera dans ce flou-là. Ce flou-là n'aura pas été tranché. Donc, il faut qu'on sache que Benno Bokk Yakaar est une unité d'action, ce n'est pas une unité organique. Et qu'elle a les limites d'une mission de celle d'une unité organique, c'est-à-dire d'appuyer le président, de faire partie de Wade, de gérer le pays au départ pour quand même permettre au nouveau gouvernement, qui est un gouvernement de novices, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui pour la plupart occupent leur premier poste, de faire les premiers pas. Après, maintenant que chaque parti se retire et travaille à
à ce que la Constitution lui permet de faire, c'est-à-dire de concourir à l'expression du suffrage et de gagner le pays, d'exercer le pouvoir. Mais on ne peut pas demander à Benno plus que ce qu'il peut donner. Et je pense que c'est ça. Maintenant, toutes ces majorités qui sont formées à géométrie variable, tout à l'heure, comme l'a plus ou moins décrit Nying, c'est parce que nous sommes dans une sorte de vide, de vide politique qui est inexplicable et qui est né justement de cette confusion entre l'unité d'action et l'unité organique. Concrètement, aujourd'hui, Momar Seyni Ndiaye, est-ce que, par exemple, le secrétaire général du Parti Socialiste, Ousmane Tanor Dieng, est-ce que le leader de l'AFP, Moustapha Niasse, devrait carrément partir pour laisser l'APR gérer le pays? Je pense, moi, à mon avis, je pense qu'ils devraient retrouver leur parti, travailler, et rien ne les empêche d'appuyer le président sur des aspects ponctuels. Ils disent, nous sommes d'accord avec le président, nous l'appuyons, nous avons une majorité à l'Assemblée nationale qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, dans laquelle tout le monde se meut. Bon, cette majorité, c'est une majorité parlementaire. Elle est là pour voter les lois, elle est là pour appuyer le président sur la... Mais que ces partis retrouvent enfin leur liberté d'action, leur liberté de critique, et qu'ils appuient le président s'ils en ont envie. Mais l'erreur fondamentale, justement, a été de dire on va aller à Bonne-Bokk, on va s'unir pour la présidentielle, on va s'unir... Gagner ensemble, gouverner ensemble. On va s'unir pour les législatives, on va bientôt s'unir maintenant pour les locales. Alors que tout le monde sait que les locales, c'est des choix au niveau de chaque patelin, chaque localité. C'est des choix personnels. Elle n'a pas une incidence très grande sur la politique nationale. Et forcément, les contradictions vont naître un peu de cette nouvelle réalité, c'est-à-dire que la volonté pour chaque parti, comme l'a fait le Réumi, de s'affranchir, d'y aller par ses propres moyens et de gouverner les localités, les collectivités locales qu'ils auront à gagner. Mais je pense que cette sorte de pot-pourri là, ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer. On peut appuyer le président tout en étant un peu à part. On n'est pas obligé d'être dans une unité organique. Tout à fait. Ou alors, on décide d'y aller en unité organique, on fonde son parti dans une grande majorité qu'on peut appeler Benno Bokk Yakaar, qui s'appelait ainsi Benno Bokk Yakaar, et qui pourrait être un grand parti. Abdoulaye, l'éventualité de la fusion d'un parti tel le Parti Socialiste au sein d'une unité organique, quel que soit son nom, ça vous semble... Non, je crois que ça ne me semble pas plausible. Le Parti Socialiste, quand même, est le parti qui a amené l'indépendance dans ce pays-là, a gouverné pendant plus de 40 ans, comme on dit d'habitude. Je vois mal le Parti Socialiste s'aborder pour intégrer une formation politique. D'ailleurs, vous avez entendu Tanor, j'ai lu qu'il a dit que le Parti Socialiste reste dans Benno Bokk Yakaar et que le parti ne va pas intégrer un autre rassemblement de partis. Moi, je crois que, comme je dis, encore une fois, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure. Si l'APR était structuré avec des responsables de la base au sommet, les gens n'allaient pas penser à ce genre d'organisme, Union pour la majorité présidentielle, une sorte de grand parti où ils se retrouveraient. Donc, c'est cette faille-là qui fait que les gens, ils ont là du grain à moudre pour essayer de s'approcher. Et là, comme disait Momar Seyni, certains dinosaures veulent en profiter pour peut-être s'approcher du président, dire que bon, on est là, nous avons l'expérience, mais l'expérience, c'est ça qui est sur le terrain. Les gens qui sont là actuellement au pouvoir, mais comme l'a dit Momar Seyni, il y a des novices, mais ils sont en train d'apprendre le pouvoir. Oui, Thomas, mais le problème, il est fondamental. Hein? Et moi, c'est-à-dire, j'étais avec un groupe d'amis, ils m'ont dit que, vous savez, les Sénégalais sont très intelligents. Ils ont dit, ce qui se passe maintenant, c'est une forme, je n'ose pas dire civilisée, mais de transhumance déguisée. Vous êtes dans le parti, vous avez créé vos... Donc, les gens, ils ne veulent plus, parce qu'ils savent que c'est décrié. Maintenant, ils ont cette transhumance déguisée. Oui, le président, il va élargir sa majorité. Mais il n'y a pas de crise politique au Sénégal. Il n'y a aucune crise. C'est dans un pays où il y a une crise. Je crois que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'APR est un parti embryonnaire. C'est ça. C'est vrai, c'est normal. Ils sont là que depuis 2009. C'est ça. Ils ont peut-être à peine 3-4 ans d'existence. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient un parti dominant. C'est ça. Or, l'un des problèmes de Benno Bokk Yakaar, c'est qu'on n'a pas un parti dominant.
l'APR n'est pas un parti dominant. C'est un parti qui est en situation d'implantation et de renforcement de ses bases. Et le jour où, effectivement, chemin faisant, l'APR devient un parti dominant, il satellise un tout petit peu les autres partis et il pourra diriger avec une majorité à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Je me suis amusé un peu à compter, je ne sais pas si je me suis trompé ou pas, le nombre de députés que l'APR avait à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'ils sont autour de 69, 65, entre 69 et 65 députés. Ça veut dire que si aujourd'hui, les députés de Benno Bokk Yakaar, pour une raison ou pour une autre, décidaient de s'éloigner de l'APR et de s'allier au PDR, ils pourraient renverser le gouvernement. Voilà la réalité. Sur 150 députés, l'APR n'a pas la majorité des députés. Elle ne doit... Et ça, je pense que de temps à autre, il est important que l'APR y pense un peu. Que si elle arrive à créer une crise qui pourrait provoquer le départ des autres membres de Benno, ces députés de Benno Bokk Yakaar pourraient très bien, tout en restant dans Benno Bokk Yakaar, voter ou bien demander même une motion de censure du gouvernement et renverser le gouvernement. Et je pense que là aussi, les autres composantes de Benno n'ont pas vraiment pris conscience de leur force. S'ils avaient un temps soit peu pris conscience de leur force, ils pourraient de temps en temps rappeler à Macky Sall qu'en réalité, il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Or, vous savez très bien que si on renverse le gouvernement, Macky Sall sera obligé de choisir un autre Premier ministre. Et si d'aventure les autres membres de Benno se coalisaient avec l'opposition, il serait obligé de choisir un Premier ministre en dehors de son propre parti. Et la politique qui serait menée alors serait vraiment différente de celle que lui-même voudrait imprimer. Donc il y a un problème. Je pense que les gens de Benno ne sont pas un peu conscients de leur force. Donc le problème que soulève Gningue, qui est réel, est peut-être résumé en ces termes suivants. Aujourd'hui, l'APR n'est pas un parti suffisamment structuré, suffisamment dominant pour pouvoir aujourd'hui diriger ou peut-être même donner les orientations. Le programme de Benno Bokk Yakaar, Benno Yoonu Yokkute, mais c'est le programme de l'APR. Un parti qui a 69 députés sur 150. Voilà la réalité. Il faut quand même analyser les choses en allant au fond. Et qu'aujourd'hui, dans ces conditions-là, je pense qu'ils devraient quand même être un peu plus modestes dans leurs prétentions et dans la manière, et un peu plus décents dans la manière dont ils traitent les autres composantes de la coalition, et savoir que, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar, c'est le moindre mal pour le pouvoir, mais à condition qu'on ne lui donne pas les missions d'un parti organique. Et ce qu'il devrait faire, à mon avis, c'est, si c'est possible, si les partis l'acceptent, de créer un grand parti, ou alors de laisser ces partis à leur autonomie et de demander un soutien qui serait à la mesure un peu de la force des partis. À mon avis, il y a un problème fondamental qu'il faut analyser sous cet angle-là. Alors, parlons à présent, glissons, si l'on peut dire, vers l'action présidentielle en elle-même. On parlait du programme Yoonu Yokkute, justement. On a vu un président très actif, en tout cas médiatiquement parlant, inaugurant, se rendant au ranch de Doli, se rendant à Saly Portudal pour lancer la saison touristique. Il y a eu la période durant laquelle les services de communication de la présidence disaient oui, les infrastructures, ça ne se mange pas. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui est le Yoonu Yokkute, si l'on peut dire? Est-ce que c'était cette période-là ou c'est cette période, la nouvelle période, si l'on peut dire, où le président inaugure et se déplace à longueur de journée sur le territoire national? Je crois que, si vous vous souvenez, il y avait eu des problèmes de communication. Absolument. Au niveau donc de l'entourage du président. Et plusieurs restructurations aussi. Plusieurs restructurations. Et le président, c'est comme si il avait pris cette communication en main. Et pour moi, ça a démarré le jour, quelques jours avant la Tabaski. Moi, j'ai bien aimé ce geste que le président se rende dans les foirailles. Pour acheter un mouton. Pour acheter un mouton. Bon, c'est symbolique. Mais je dis, ça, c'est un fort moment de communication. Vous savez, nous sommes en Afrique. Les sentiments, ça joue beaucoup. Ensuite, le président qui va vers... Et il paraît que c'est le deuxième président à aller à Doli, après Senghor. Mais ça, c'est important. Et on a vu, tous ceux qui sont intervenus ont salué ce déplacement du président. Mais, actuellement, le Yoonu Yokkute, le président est en train, parce que j'ai vu dans le budget 2014 qu'il y a des fonds qui seront opérationnels dès 2014. Et dans ces fonds, il y aura les infrastructures, l'éducation, la santé. Je dis que c'est peut-être la forme
que prend. Et le président veut lui-même montrer qu'il est sur le front de bataille pour montrer aux militants et à tous ceux qui travaillent avec lui qu'il faut que les gens descendent sur le terrain. C'est bien beau de rester à Dakar, les théories, tout un tas de trucs. Non, non. Il faut... Vous savez, le président Senghor avait ce fort-là. Nous étions jeunes journalistes. On l'accompagnait, sa dernière tournée en 78, on l'a accompagné, il a fait 2 régions. Pendant 15 jours, le président Senghor a fait la région du fleuve, la région du Sénégal oriental. À l'époque, la région du fleuve, mais on a traversé de Saint-Louis jusqu'à Kidira. Le président Senghor, chaque matin, il était frais et dispo. Il était en contact permanent avec les populations. Ce que le président Diouf a fait une fois, il n'a jamais refait ça. Mais je crois que moi, en tout cas, j'encourage le président à aller dans ce sens. Parce que il ne faut pas que les gens s'enferment à Dakar. Il faut bouger et avoir des projets concrets qui vont directement vers les populations. Parce que quand j'ai entendu les intervenants à Doli, mais ces femmes-là qui travaillent dans le lait caillé, qui travaillent dans un peu de... Mais franchement, je ne savais pas que la filière élevage avait toutes ces activités connexes. Je ne savais pas. Donc, moi, je crois que ce que le président fait là, c'est une bonne chose. Et il faut maintenant que les actions suivent. Il a annoncé qu'au niveau de Sali, oui, au niveau de Sali, à Doli aussi, bon, il a des annonces contre le vol de bétail. Les annonces contre le vol de bétail, il faut que ce soit mis en pratique. Au niveau donc du tourisme, il faut encore... Parce que le Sénégal, comme en Afrique de l'Ouest, nous étions parmi les premières destinations. Après le Maghreb, en Afrique de l'Ouest, nous étions parmi les premières destinations. Le climat est bon, nous avons de belles plages et tout ça. Mais il faudrait que les mesures que le président annonce soient appliquées. C'est ça qui donne la crédibilité au déplacement du président à l'intérieur du pays. Alors, Momar Seyni Ndiaye, justement sur cette question des déplacements présidentiels, des annonces et de ce qui reste après les annonces, pour nous arrêter justement à Sali, lors du lancement de la saison touristique, la question des visas, de l'instauration des visas. Les hôteliers se plaignent de ce problème de visa, ce qu'ils qualifient de problème, en tout cas par rapport au visa, affirmant que cela fait chuter les réservations. Il y a également la question de l'érosion côtière. Aujourd'hui, est-ce que le président n'est pas lui-même pris, pour ne parler que de la filière touristique, dans sa propre stratégie, c'est-à-dire il a peur de se dédire, notamment sur une question telle celle des visas. Quelle marge de manœuvre lui reste-t-il aujourd'hui pour agir concrètement? Parce que d'autres destinations au Maghreb sont bien moins chères que le Sénégal. Oui, mais ça c'est un problème structurel. Hein. Le tourisme au Sénégal, c'est un des postes les plus importants de notre produit intérieur brut. Et vous avez à peu près au Sénégal l'équivalent d'1 million de touristes qui viennent vous visiter tous les jours, tous les ans. C'est très important et je pense que si le président veut donner un coup de fouet un peu à l'industrie touristique, c'est une excellente chose. Pendant 1 an, on a tergiversé en confiant le tourisme à des maisons expertes et on a perdu beaucoup de temps. Parce que quand même, quand on doit choisir un ministre du tourisme, le tourisme c'est de l'économie. C'est de l'économie et on ne peut pas le confier plutôt à des personnes qui n'ont pas la compétence pour effectivement le diriger. Maintenant que le président se décide enfin à lancer ce secteur important, ça nous paraît une bonne chose. La question du visa est problématique parce que d'une part c'est une question de souveraineté. Un pays doit appliquer la règle de la réciprocité du parallélisme des formes. Quand un pays vous impose un visa, il est normal qu'en retour vous lui en imposez aussi. De l'autre côté, il y a aussi un problème qui est lié à la situation. Si on impose le visa au Sénégal et que tous les pays qui entourent le Sénégal dans l'espace de la CEDEAO ne le font pas, ça devient un problème. C'est-à-dire les mêmes atouts touristiques que vous trouvez au Sénégal, vous les trouvez au Mali, vous les trouvez en Gambie, vous les trouvez un tout petit peu plus loin au Burkina. Et bon, forcément, les touristes vont se diriger là-bas. Donc, à mon avis, si je suis dans le fond pour l'application de la règle de réciprocité en matière de visa, c'est quand même une mesure qu'il fallait analyser et qu'il fallait peut-être déjà poser au niveau de l'UEMOA. En ce moment-là, avoir un accord pour tous les pays, faire en sorte que cette politique communautaire concerne aussi le tourisme, qui est un des secteurs clés dans tous les pays qui nous entourent. À ce que je sache, en dehors de la Mauritanie, je ne vois pas un pays aujourd'hui qui n'ait pas donné un secteur touristique
une importance capitale pour son économie. Donc il y a un problème qu'il faut déjà surmonter à ce niveau-là pour que vraiment discuter au niveau communautaire, pour que tous les pays appliquent la réciprocité des visas. Le Burkina l'applique déjà pour la France. Il faudrait que les autres pays aussi... Je vois que la Côte d'Ivoire aussi est en train de réfléchir. Moi, je pense qu'il faut régler ça comme ça, à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique supranationale. Nous ne pouvons plus, pour beaucoup de décisions en tout cas, faire cavalier seul et laisser les autres et espérer rester dans un esprit communautaire. Maintenant, pour ce qui concerne les autres sorties du président, je pense qu'elles sont bien, elles sont salutaires, elles sont vraiment à magnifier. Je vois enfin que le gouvernement commence à se réveiller. Je pense que le Premier ministre a annoncé des mesures sociales qui sont très importantes, même si c'est une forme de traitement social de la pauvreté qui au fond ne règle pas le problème. Vous parlez des bourses de sécurité familiale. C'est un traitement social de la pauvreté, mais qui peut quand même réconforter un tout petit peu les familles. Et tout ce qui a été fait sur les pistes de production, sur la couverture médicale universelle, moi je pense que c'est une forme de traitement social de la pauvreté. Maintenant, qu'à côté de ça, le président lance des projets de grande envergure qui donnent vraiment de la vision et de la visibilité sur le long terme, pour moi, ça me paraît bien. Et nous avons là deux piliers, deux leviers sur lesquels le gouvernement est en train d'agir, et globalement, ça peut aller dans le bon sens. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on confonde l'action, la communication et l'agitation. On a fait beaucoup d'agitation pendant 1 an et demi de gouvernement, et on a pensé qu'on pouvait tout faire vendre par des spécialistes en communication. Non, on ne peut pas confondre la communication et l'action. Aujourd'hui, le président commence à entrer dans l'action. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut quand même que les gens l'accompagnent. Mais encore une fois de plus, pour cela, il n'a pas besoin d'une majorité infinie. Nous avons compris votre position à propos de la majorité présidentielle. Il n'a pas besoin d'une majorité infinie. Je pense qu'il doit continuer à poser les axes qu'il est en train de poser, concentrer le pays sur l'essentiel et aller vraiment vers ces projets structurants. Alors, vous parlez justement au mouvement Sénindia et d'action présidentielle. On s'intéresse à l'une des actions annoncées, notamment en faveur de l'enseignement islamique. Voyons avec Fatou Diouf Faye comment cette mesure présidentielle a été accueillie par ce que l'on appelle communément au Sénégal les arabisants. De moderniser les daras et recruter des maîtres coraniques lors de la cérémonie de lancement du projet de réforme des daras est apprécié par les arabisants. Nous sommes tous des Sénégalais. Moi, je vois mes enfants et je souhaite qu'ils aillent dans les écoles coraniques, comme vous voyez que vos enfants aillent dans les écoles françaises. Donc je crois que c'est une bonne chose que chacun trouve quand même les moyens d'amener ses enfants là où il veut. Bon, si l'État prend quand même l'engagement d'aider les arabophones ou les daras, je crois que quand même c'est un droit qu'on réclame tout le temps et qui vient à son heure. Toutefois, les professeurs d'arabe demandent au gouvernement d'impliquer les acteurs de Dara dans ce projet. Le souci que j'ai par rapport à cela, il faut aussi qu'il associe les acteurs de Dara. On ne peut pas quand même moderniser une chose et laisser ces acteurs en rade. Donc ça aussi, il faut quand même que le gouvernement réfléchisse par rapport à cela. Ne pas prendre ça et donner ça à des gens qui ne connaissent pas le Dara et vouloir le moderniser. Ça aussi, c'est quelque chose quand même qu'on doit bien revoir. Les étudiants arabes approuvent cette décision, mais souhaitent que le gouvernement fasse encore des efforts dans l'enseignement. Nous sommes un pays à majorité musulmane, donc nous ne pouvons saluer cette mesure. Mais nous encourageons encore l'État à se préoccuper davantage de nous en construisant une université et nous donner des bourses. On est dans une société où l'on pense que les arabisants n'ont aucune connaissance, alors que nous pouvons créer des choses comme les autres. Pour ces arabisants, cette mesure prise par le gouvernement est venue à son heure, puisque le secteur a toujours été laissé en rade. Une telle décision permettra de revaloriser l'enseignement arabe au Sénégal. Merci à vous, Fatou Diouf Faye et Ibungom. Justement, pendant la diffusion de ce sujet, vous, Mouma Sénindia, vous affirmiez que l'on se trompe entre les arabisants et l'école. Oui, effectivement, bon, je suis un peu secoué quand j'entends justement des intervenants de votre élément parler d'arabisant, d'islamisation. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on soit très clair. Il y a deux projets dans cette affaire. Dans le projet, il y a deux aspects. Il y a qu'aujourd'hui, il faut nécessairement structurer les daras,
qui produisent effectivement des enfants, des élèves qui ont droit à la scolarisation. Absolument. Et à la scolarisation, on ne peut pas laisser des milliers, voire des millions de jeunes gens à la marge de l'école, à la marge du savoir. Ce n'est pas possible. Donc restructurer les daras, les moderniser, leur donner des conditions pour un enseignement de qualité, ça me paraît une bonne chose. Et on pourrait justement trouver des ponts, des passerelles entre ces structures de formation dans lesquelles on devrait même instruire l'enseignement arabe comme l'a fait Senghor de son temps, pour pouvoir les réinvestir après dans le système scolaire général. Parce qu'au Sénégal, le système général, il est un système francophone. C'est un héritage aussi qui est aussi important que l'héritage que nous avons aussi du côté de la civilisation arabe. Et en tout cas, du point de vue du nombre. Hein? Votre limite? L'autre aspect, c'est l'université des sciences qu'il faut créer et qui est prévu de créer pour de civilisation islamique, qui me paraît une bonne chose si vraiment c'est une université, une sorte de centre de ressources qui permet de faire des recherches sur la civilisation arabo-islamique, comme jadis on l'a fait dans la civilisation grecque, comme on le fait dans les autres civilisations. Parce que nous sommes aussi au carrefour de toutes ces civilisations. Absolument. Et nous avons le devoir justement de nous pénétrer de toutes ces cultures. Maintenant, l'islam est une religion au Sénégal. Elle est pratiquée par la majorité des Sénégalais. Elle n'est pas pour l'instant la religion d'État, et l'enseignement est un enseignement laïque. Il doit le rester jusqu'à ce que le jour où les Sénégalais décideront d'être une république islamique. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui semble être le cas. Nous devons appuyer les daras, nous devons créer des centres pour développer les sciences vers toutes ces formes de culture et d'histoire, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes un pays pour l'instant laïque, qui doit garder une certaine distance entre l'État et ce qu'on appelle les églises. Et les églises dans le sens où les lieux de culte. Tous les chemins de croyance. Tous les chemins de croyance. La BIT nous a donné un financement d'une dizaine de milliards sur lesquels on prendra, le gouvernement compte prélever un montant plus ou moins variable pour appuyer les daras. C'est une très bonne chose. L'autre partie est destinée peut-être à l'université. Cette université ne peut pas être qu'une université de sciences. Parce qu'il n'est pas que... Je vois mal qu'on forme des médecins, comme l'a dit le président, en arabe. À quoi ils serviraient dans la langue arabe? Ici, on forme des médecins en français. On va former des médecins qui parlent arabe et qui sont sénégalais, qui parlent wolof, sérère ou je ne sais pas quoi. Mais ça va servir à quoi? On va dépenser autant de moyens pour les former dans une langue, alors qu'on devrait pouvoir les former. Elle n'est pas hésitée. Les gens qui ont le baccalauréat en arabe, ils peuvent aller faire autre chose. Mais vous pouvez avoir un baccalauréat arabe et aller dans les universités françaises, apprendre la médecine ou les autres trucs. Ensuite, c'est par là que je voulais terminer, Thomas, si tu me permets. Oui. Il n'y a pas que l'enseignement arabe. L'enseignement privé catholique est là. Elle remplit une mission de service public. Il a formé beaucoup de nos cadres. Et aujourd'hui, à mon avis, la BID, son financement, de toute façon, ce n'est pas un don, c'est un prêt, même si c'est un don, c'est quand même pour l'ensemble du peuple sénégalais. On devrait aussi renforcer les structures de l'enseignement privé catholique et de l'enseignement tout court. Je vais rappeler, il y a un peu moins un peu d'un mois, les 4 écoles sénégalaises de l'enseignement privé supérieur ont été primées comme étant les meilleures en Afrique noire. Il s'agit, si je peux les citer, de BEM, de Subdeco, de IAM et de ISM. Bordeaux School Management a été la première école francophone d'Afrique. Mais aujourd'hui, il y a un devoir pour aider ces écoles, c'est l'enseignement privé supérieur. Le Premier ministre a même oublié de mentionner l'enseignement privé supérieur dans sa déclaration de politique générale. Je pense qu'on doit penser notre système éducatif globalement parlant comme une sorte de continuum et ne pas concentrer 10 milliards sur un système et laisser les autres s'appauvrir. Ou en tout cas, regardez également la situation des autres écoles, de l'école publique elle-même. Il faut quand même que si la BID vraiment veut nous aider, qu'elle mette à notre disposition cet argent et que cet argent soit au service du système éducatif et non pas d'une portion du système éducatif. Oui. Abdou Gning, vous également, vous partagez ce point de vue? Oui, c'est-à-dire, dans notre pays, nous sommes à près de 95% de musulmans. Absolument. Mais la majeure partie confond l'arabe et l'islam. Si vous prenez un journal, le quotidien à l'arabe, écrit en arabe, vous l'amenez ici, vous allez au village, vous voulez envelopper, et on vous dit non, ça c'est le Coran, vous n'avez pas vu. C'est cette confusion au niveau des masses qui fait qu'il faut faire très attention. Le médecin qui sera formé en arabe, mais ces ordonnances, il va les écrire en quoi? En arabe? Dans quelle pharmacie il va aller pour que moi on met une ordonnance
écrit en arabe, mais je me présente devant le pharmacien, il me dit mais c'est quoi? Donc il y a des choses, comme l'a dit Momar Seni, c'est-à-dire la BID a bien fait de nous donner cette somme, mais on devait voir comment orienter cet argent pour la formation des jeunes Sénégalais. Et une formation qui serait utile immédiatement. Tout à fait. Parce que comme je dis, un médecin formé en arabe au Sénégal, il parlera français et Wolof de toute façon. Ah non, beaucoup plus Wolof d'ailleurs. Voilà. Est-ce que l'ingénieur formé dans ces universités-là, ils vont faire leur projet en arabe? Voilà. Est-ce qu'ils vont faire les projets en arabe? Donc il y a... Moi c'est là mon problème. Le Sénégal a toujours eu l'enseignement arabe. Vous savez, je reviens encore au président Senghor, cette politique des langues, nous on était au CM2 dans les années 60, mais on avait des cours d'arabe. Arrivé au lycée, on vous demande de choisir entre l'arabe, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Donc tout ça pour que le jeune Sénégalais soit armé. Plus tard, pour peut-être prendre l'arabe, bon, je vais poursuivre des études en arabe, mais tout en étant francophone. Donc moi, c'est un peu cette confusion. Mais surtout la confusion vient du fait que les jeunes que vous avez interrogés tout à l'heure... Que Fatou Diouf a interrogé, oui. Oui, que Fatou Diouf a interrogé. Je pense qu'ils confondent l'arabe et l'islam. L'arabe, c'est une langue qu'on écrit. Et tout ce qu'on peut écrire en français, on l'écrit en arabe. Alors, donc, je crois que le président pourrait revoir cette université, comment est-ce qu'elle sera formée, est-ce qu'elle ne sera pas bilingue? Moi, je crois que c'est parce qu'on est quand même un pays francophone. Mais former des techniciens uniquement en arabe, alors moi, je ne sais pas, des infirmiers en arabe ou des médecins, donc... Il faudra de toute façon écrire les ordonnances en français. Parce que moi, je n'ai pas vu le projet. Je ne sais pas comment est-ce que ça va fonctionner. Mais moi, c'est ça mon inquiétude. Alors, justement, pendant que nous parlons de religion, justement, un débat sur la peine de mort est revenu dans l'actualité. Certains, en fait, affirment qu'il faut ramener la peine de mort au nom de certaines valeurs, dont des valeurs islamiques. On va poser la question à l'un et à l'autre. Abdou Ning, vous êtes pour le retour de la peine de mort? Ah non, moi je crois que le Sénégal quand même est un pays majeur. Parce que nous n'envions aucun pays démocratique dans ce monde. Je l'ai dit à une consoeur qui m'a appelé hier du club de la presse de Strasbourg. J'ai dit que nous, au Sénégal, nous n'envions aucune presse dans ce monde. Le Sénégal est un pays démocratique. Avec tout ce que cela représente. Alors, la peine de mort a été supprimée. Mais comment les gens veulent revenir encore? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens... On affirme que ce serait dissuasif. Mais aux États-Unis, mais moi j'ai fait près de 7 ans à Chicago. Je peux dire que chaque jour que Dieu fait dans un quartier qu'ils appellent Southside, le sud de la ville, mais pratiquement c'est des crimes quotidiens, alors que pourtant le gouverneur avait supprimé, c'était fini. Il n'y avait plus de peine de mort à Chicago. C'était supprimé. C'est supprimé 2 ans avant, hein? Mais avant ça, les gens ils faisaient. Mais donc ça n'a rien à voir avec les crimes. On l'a compris, vous n'êtes pas pour le retour de la peine de mort. Vous, Momar Seni Ndiaye, pour ou contre le retour de la peine de mort? Non, moi je pense que c'est un débat d'école. On a tort de vouloir penser que si on institue à nouveau la peine de mort au Sénégal, les criminels auront peur. On applique un des préceptes, des éléments de la charia. C'est faux. La peine de mort, elle est appliquée dans des pays qui sont islamiques ou qui ne sont pas islamiques. Les États-Unis appliquent la peine de mort, tout comme l'Arabie Saoudite applique la peine de mort. Et pour autant, l'Arabie Saoudite, les États-Unis ne sont pas un pays islamique. J'ai eu la chance d'avoir été en Arabie Saoudite plusieurs fois, mais au moins, je peux dire que tous les vendredis, il y a des gens qui sont exécutés. La peine de mort n'a jamais empêché que les gens continuent à tuer. Les voleurs dont on ampute les bras n'ont jamais arrêté de voler parce qu'ils ont vu des bras amputés. Donc, aux États-Unis, vous regardez dans les prisons, il y a des centaines de gens qui sont là-bas, qui attendent dans les couloirs de la mort pour être exécutés. Il n'empêche que tous les jours, les gens tirent même dans les écoles. Donc, les éléments qui font de la peine de mort ne sont pas liés forcément sont liés à de multiples facteurs. C'est un débat d'école. Vous ne croyez pas à l'effet dissuasif? Je ne crois pas à l'effet dissuasif de la peine de mort. Et encore une fois, si on fait revenir la peine de mort au Sénégal parce qu'on est un pays musulman, on se trompe. On se trompe. Et ensuite,
On n'a jamais la preuve formelle que celui qui est accusé est le véritable tueur. Et il y a beaucoup d'erreurs judiciaires aux États-Unis et qui ont failli probablement faire, dont certains on a failli tuer des innocents. La faille de tuer des innocents, alors que, parce que l'établissement de la preuve n'était pas évidente. Souvent, la peine de mort revient un peu à la conviction du juge qui pense que pour tel ou tel élément, sur la base des éléments qui sont à sa disposition, les charges sont suffisamment lourdes pour le condamner à la mort, pour l'envoyer à la potence. Donc, à mon avis, ce serait un tort. Je pense qu'on a déjà choisi une voie, celle de dire on abolit la peine de mort, il faut voir pourquoi les gens tuent. Il y a l'insécurité, il faut que le gouvernement prenne en charge les questions d'insécurité. Il faut qu'on prenne en charge les questions de pauvreté qui poussent une personne à tirer sur une personne pour lui arracher son sac ou pour lui tuer. Ouais. C'est vrai que la victime et les victimes, bon, on ne pourra jamais remplacer une victime en tuant une autre personne. Le fait de tuer une personne parce qu'elle en a tué une autre ne nous ramène jamais une vie. C'est une vie de moins dont on se débarrasse. Il faut essayer de la réinsérer autant que faire se peut. Bon, il y a des récidivistes, il y a des gens qui se réinsèrent. C'est la complexité du problème. On ne peut pas être pour ou contre la peine de mort. C'est un choix. C'est à la limite un choix philosophique. Personnellement, nous sommes dans un pays laïque et nous sommes dans un pays où toutes les questions sociales ne sont pas réglées, où la pauvreté est encore dans un état inexplicable, inestimable. Et il faut quand même accompagner les gens, faire jouer l'effet dissuasif, renforcer les conditions de sécurité, remettre les enfants et les jeunes à l'école, leur donner des formations et socialiser tout ce monde-là, en sachant que dans aucun pays, de toute façon, on arrivera à abolir la peine de mort. Alors là, vous évoquez justement un vieux débat, si l'on peut dire, judiciaire sur la question de l'état de nécessité, qui dit qu'une personne justement qui commet un forfait, commet un forfait, qui vole du pain par exemple, parce qu'elle a faim, elle en a besoin, on ne peut pas effectivement s'en prendre à cette personne-là. Bon, rapidement, puisqu'on a parlé de peine de mort et de tribunal, on est dans le temple de Thémis, la CREI, l'affaire Karim Wade d'une part et Barasadi, Carmelo Sagna d'autre part, ce va-et-vient, si l'on peut dire, de Taïb Ndiaye. D'abord, on a parlé de médiation, et puis maintenant, visiblement, les affaires se corsent. Bon, l'histoire de la CREI, moi, j'ai une position qui est très claire là-dessus. Hein. Bon, la CREI, c'est un tribunal d'exception, et à ce niveau-là, bon, c'est très difficile qu'un tribunal d'exception, qu'une jury d'exception soit tout à fait crédible. Ça ne disculpe pas Karim Wade et tous ceux qui sont aujourd'hui concernés par un peu cette affaire. Et moi, je pense que Karim Wade et tous ceux qui vont être criminels, c'est des anciens ministres. Il y a des structures pour cela, il faut les juger à travers ça. Il y a la Cour de justice, il y a d'autres structures pour les juger. On n'a pas besoin d'utiliser la CREI pour les condamner éventuellement. Il faut que les preuves soient claires. Si les preuves qui sont contre Karim Wade sont suffisamment claires, exposées au grand public, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas condamné. Mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, le gouvernement peine vraiment, en tout cas du point de vue de l'opinion, de l'extérieur, on a du mal à mettre le doigt véritablement sur les crimes de Karim Wade, les crimes économiques de Karim Wade qui lui vont aujourd'hui et d'autres personnes. Bon, pour les cas de Barasadi et Carmelo Sagna, c'est quand même différent. Ce n'est pas une simple question d'enrichissement illicite. Je pense qu'ils ont été coupables de mauvaise gestion dans les fonctions épinglés par des rapports clairs. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Le gouvernement fait dans cette stratégie-là, dans ce stratagème, essaie de faire comprendre que la traque des biens mal acquis se poursuit à travers les présumés innocents Barasadi et Carmelo Sagna et les autres, et maintenant Taïb Ndiaye. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, le problème de la CREI, c'est tout autre chose. Il ne faut pas quand même qu'on mélange tout ça. Il faut quand même qu'on nous apporte des preuves palpables de la culpabilité de Karim Wade pour expliquer et justifier qu'il soit en prison. Il y a des présomptions très fortes, mais malheureusement, les présomptions ne sont pas des preuves. Il faut que le 17 décembre, que vraiment, on nous apporte des preuves de son enrichissement et des détournements qu'il a dû opérer, et qu'on le mette comme tout le monde, comme tout ancien ministre, le juge selon les dispositions et les structures existantes. Justement, Abdou Nying, à propos de ces multiples affaires judiciaires, oui. Est-ce qu'on est toujours dans la com ou bien il y a... Oui, non, je crois que la CREI, c'est une structure qui existait, qui a été utilisée par Diouf. Bon, après je crois que quelques 2 ou 3 personnes ont été condamnées. Après, bon, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les sentiments qui, souvent, en Afrique, font que nous n'avançons pas. Cette CREI, elle existe. C'est une structure qui est là, mais il faut qu'on l'utilise.
Pour vous, elle n'a pas été ressuscitée pour des raisons purement politiques? Non, moi je ne pense pas. Parce que le PDS ne l'a pas utilisé. Mais le PDS a pris les gens qu'il a envoyés directement en prison. Pendant 1 an, près de 2 ans. Et après, au bout, il te dit non, vous n'avez rien fait, allez partir. Je dis que il n'y a pas pire solution que celle-là. Là, au moins, nous sommes dans une situation formelle. Il y a une structure qui existe et qui doit juger des gens présumés s'être enrichis illicitement sur les deniers de l'État. Moi, je trouve que, en tout cas, les populations, la plupart des populations adhèrent à ça. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays sous-développé. Vous entendez que telle personne a 1 milliard, 1000 millions. Et vous au bout de 4 ou 5 mois de travaux champêtres, à peine vous avez 100 000 francs. Et vous savez que cet argent dont on parle provient des impôts des Sénégalais. Donc c'est un peu votre argent. Mais absolument. Donc les gens, moi je pense que si les populations étaient contre la CREI, c'est elles qui seraient dans la rue pour dire que arrêtez-moi tout ça. Maintenant, la justice a son temps, a son rythme. La justice a son rythme. Et peut-être au bout, peut-être le 17 décembre, mais la justice va dire le droit. Moi, ma conviction, on n'a pas besoin de la CREI pour enfermer ces gens. Je pense que c'est des personnes qui sont en charge, qui ont été en charge des responsabilités ministérielles et qui ont eu à manipuler des fonds, à gérer des fonds. S'il est prouvé que les fonds, les projets qu'ils ont dirigés ont été mal dirigés et font l'objet de détournements, mais pourquoi ne pas les faire passer par ces juridictions? Pourquoi devrait-on demander de justifier des fonds alors même qu'on n'a pas la possibilité de prouver qu'ils ont effectivement... Toutes les missions rogatoires qui ont été envoyées pour aller traquer les biens, apparemment ont été infructueuses, hein, d'après en tout cas les informations que j'ai. Relayées par voie de presse. Par voie de presse, hein. Je n'ai pas encore vu, en tout cas sur ceux qui sont impliqués, que des preuves formelles aient été exposées au public. Et en ce moment-là, on n'a qu'à trouver des juridictions normales pour les juger et les condamner comme il se doit, parce qu'effectivement, il pèse sur eux quand même des présomptions de détournement qui sont très fortes. Karim Wade a été le ministre du ciel, de la terre, de la mer, de l'air, tout ce qu'on veut. Il y a très peu de chances qu'il ait géré un bon père de famille tous ces fonds qu'on lui a donnés, que son père lui a donnés. Mais je pense que si on apporte, et il est très facile par la voie des rapports qui ont été faits sur ces gestions, sur l'OCI, sur beaucoup de projets, il est facile de prouver que les fonds ont été mal gérés et de lui appliquer la sanction qui vaut. On l'aura compris, la CREI ne fait pas l'unanimité, y compris sur ce plateau. En tout cas, merci à vous, Momar Seyni Ndiaye. Vous êtes journaliste, directeur du cabinet de communication Reliance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Abdou Ning, journaliste, ancien directeur de l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Voilà. Vous suiviez Actu en 7 sur Walfadjri. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, les personnes derrière les caméras. Remercie-moi Ramatoulaye Issa, Rubera Sokba, les deux Ndiaye, Elage et Cheikh Tidiane. Agréable suite de programmes sur votre chaîne Walfadjri. Walfadjri duñu tàyyi di wax ni du lenn